Salut tout le monde et bienvenue sur Movie Car Central. Hello tout le monde. Aujourd'hui on va parler de la mythique Dodge Charger de Vin Diesel dans Fast and Furious. Alors il y a énormément de choses à dire étant donné que cette voiture a connu beaucoup de réincarnations dans la série Fast and Furious. Mais aujourd'hui on va se concentrer sur la nôtre et un peu sur toute l'histoire qui va autour. C'est tout de suite. Et ouais, la Dodge Charger de Vin Diesel. Une icône à elle toute seule. Déjà que les Dodge Charger de base sont déjà des icônes en soi. Mais cette série de Fast and Furious a apporté ce modèle de véhicule au rang de mythe absolu. Après la première salve qui avait été faite par Shérif Fais-moi peur, ça on en parlera dans un prochain épisode. Mais donc ouais, Vin Diesel, il est personnifié par ce véhicule dans tous les Fast and Furious ou par des variantes de ce véhicule puisqu'il prend des formes très différentes au fur et à mesure des épisodes. Mais là, on est revenu à la base de ce qu'était la Charger pour Fast and Furious. Donc on se remet dans le contexte Fast and Furious 1, un film qui parle principalement de voitures japonaises tunées. Même Vin Diesel conduit une RX-7 au début du film et on voit qu'il est dans cet univers du tuning. Et vers le milieu du film, quand il commence un peu à se confier à Paul Walker, il lui montre cette voiture qui appartenait à son père et il lui dit que donc, son père était un coureur automobile qui a remporté plein de trucs avec cette voiture et que lui n'a jamais osé la conduire parce qu'elle lui faisait extrêmement peur parce qu'elle est censée faire 900 chevaux pur sang de Détroit. Et on voit plus cette voiture jusqu'à la fin du film quand Vin Diesel n'a plus de bagnole puisque les Civics sont out et la RX-7 on ne sait pas où elle est sûrement restée au Race Wars. Donc Vin Diesel, il rentre chez lui et il n'a plus d'autres voitures pour poursuivre les méchants qui ont tué Jesse que la bonne vieille Dodge Charger de son père qu'il n'a jamais conduit. Et pour quelqu'un qui l'a jamais conduit, il la manie plutôt bien dans cette scène de fin où franchement ça déboîte pas mal. Comme j'avais dit sur la vidéo de la Supra, c'est un peu le style Bullitt avec on a vraiment ces rues de Los Angeles qui ressemblent un peu à celles de San Francisco parce que c'est tout en pente. Donc ça permet une poursuite vraiment musclée. J'adore quand il fait l'espèce de frein à main et qu'il défonce la moto avec le côté de la voiture. C'est très beau. Bon, on voit pas de dégâts sur la voiture après ça, mais ça c'est la magie d'Hollywood. La voiture finit mal, puisque évidemment, comme vous vous en souvenez, elle percute un camion à la fin de la scène mythique du run de 400 mètres entre le feu rouge et la voie de chemin de fer. Les deux sont à peu près coude à coude. D'ailleurs, il y a tout un tas de théories sur qui a gagné, mais je pense que dans le film, ils veulent te laisser penser que les deux sont arrivés en même temps, parce que c'est symboliquement plus cool. Et il se mange le camion et donc Brian lui donne la caisse qui est dans les 10, la Supra. Dom disparaît et dans la scène après crédit, on le voit au Mexique en train de conduire une Chevelle SS magnifique. Et d'ailleurs ça c'est une autre histoire qu'on vous racontera. Voilà. Donc ça c'est la Dodge Charger dans le premier film. Ensuite on voit plus Vin Diesel pendant le deuxième, le troisième on le voit tout à la fin mais il conduit pas une Charger. Et il revient en force dans Fast and Furious 4 où la Charger fait son retour et elle fera son retour à partir de là dans chaque épisode, on la verra tout le temps. Jusqu'à Fast and Furious 8 où là par contre si je dis pas de bêtises on la voit pas sous sa forme normale mais par contre il y a la Ice Charger. Donc il faut savoir que dans le premier Fast and Furious il y avait 4 chargeurs qui permettaient de faire le film. L'une d'entre elles était évidemment le Mick Rig, donc la voiture découpée qui était mise sur un pick-up qui permettait de faire croire que c'était lui qui conduisait et qui conduisait vite. On sait où est cette voiture. Elle est à vendre pour la somme d'environ 30 000 $, mais c'est vraiment juste une carlingue. Donc on hésite, on se dit est-ce que ça vaut le coup ou pas? Dites-nous dans les commentaires. Sachant que, pareil, est-ce qu'on la restaurerait comme elle est dans le film ou est-ce qu'on la laisserait en mode Mick Rig pour montrer comment le film était fait? C'est toujours le débat avec les vraies voitures de film. Donc on avait une deuxième voiture qui est celle qui a fait la cascade à la fin et qui percute le camion. Celle-là, elle a plutôt mal fini puisque vraiment elle était déglinguée et on la revoit très rapidement dans La Coccinelle revient avec Lindsay Lohan. Elle est dans la décharge où il y a des voitures abandonnées, dans la casse automobile. Et elle est là et en fait on la reconnaît parce que la manière dont l'avant est tout plié, c'est exactement comme ça qu'elle est dans Fast and Furious 1 à la fin. Donc cette voiture a été utilisée dans une scène d'un autre film et ensuite a été revendue, on ne sait pas trop par qui, on ne sait pas trop comment, mais aujourd'hui elle a été restaurée, elle a un énorme moteur et le mec en profite comme c'est pas permis. On a encore une autre voiture qui était la Aerocar qui elle a terminé
chez Volo, donc le musée Volo en Illinois. Ils l'avaient déjà depuis très très longtemps, ils l'avaient revendu au nord de l'Europe il y a plus d'une dizaine d'années et ils l'ont racheté l'année dernière au gars à qui ils l'avaient revendu, comme quoi il n'y a pas que nous qui rachetons des voitures qu'on a déjà eues. Et donc elle est de retour, donc si vous voulez voir la vraie Aerocar, elle est visible au musée Volo à côté de Chicago dans l'Illinois. Et on a une dernière voiture qui était la Stunt One, qui elle est maintenant en Italie. Elle était à vendre pendant très longtemps en Suisse et quand j'habitais en Suisse je la voyais, elle était à vendre je crois pour 295 000 francs suisses, qui faisait 270 000 euros, un truc comme ça. Donc je m'étais toujours dit c'est ridicule, et à l'époque j'étais beaucoup moins dans ce délire que je le suis maintenant, donc je ne l'ai jamais envisagé. Et en fait, j'ai appris qu'elle s'est vendue donc en Italie pour à peu près 130 000 euros, ce qui du coup n'était pas complètement déconnant vu l'aspect quand même vachement cool de cette voiture. Elle a été remontée avec un gros moteur, elle fait dans les 800 chevaux, sachant que cette voiture, c'est aussi celle qu'on voit dans le film quand elle a le gros moteur dans la scène de la grange où Vin Diesel explique son père et compagnie. Ça, Craig Lieberman l'explique très bien. C'est en fait une voiture qui à ce moment-là n'avait pas de moteur. Ils ont simplement loué le plus gros moteur qu'ils pouvaient trouver, mais ça coûtait trop cher pour la production qu'ils ne voulaient pas payer un moteur pour une scène. Donc ils ont loué le moteur, ils l'ont fait venir, ils l'ont mis dedans, ils ont tourné la scène et ils l'ont renvoyé directement pour payer juste quelques heures de location. Donc arrêtez de croire qu'il y a 900 chevaux dans les voitures du film. En fait, il y en a dans l'histoire du film, mais les vraies voitures qu'on tournait dans Fast and Furious 1, aucune ne fait 900 chevaux, et d'ailleurs dans aucun des Fast and Furious il y a une voiture qui fait 900 chevaux. C'est des voitures qui faisaient au maximum, dans le premier on était dans les 350-400 chevaux avec des small blocks Chevrolet, encore une fois, à l'époque ils ne mettaient pas encore des LS3, mais voilà, donc on était sur des moteurs qui n'étaient pas aussi prodigieux que ça en avait l'air quand on regarde le film. Et évidemment tout le monde dit ah, une Charger qui fait pas des wheelies c'est pas une Charger. La scène du wheelie, on le sait, ça a été dit et redit partout dans les making-of, c'est tout simplement un système hydraulique qui fait lever la voiture, et en fait elle a des roulettes en dessous, un peu comme des roulettes pour un petit vélo pour gamin. Et donc la voiture, c'est pour ça qu'il y avait autant de fumée. La fumée, c'est pas les pneus, c'est des machines à fumer qu'ils avaient mis sous la bagnole, et donc elle se lève, machine à fumer se déclenche pour pas qu'on voit toute la mamaille et que ça donne l'impression que vraiment elle envoie du steak. Et elle part. Et donc c'était vraiment toute une installation de cascade montée par les équipes qui ont fait les voitures du film. Donc non, une Charger ne peut pas cabrer à ce point-là. Alors peut-être une vraie qui a 900 chevaux avec des pneus larges comme ça de drague, elle va sûrement se lever un peu, mais pas à ce point-là, pas aussi longtemps et pas aussi violemment. Pour ceux qui ont vu les Dodge Demon qui sont vendus aux États-Unis, ça lève, mais ça lève de ça, quoi. Donc voilà un peu pour l'histoire de la Dodge Charger dans Fast and Furious 1. On va s'intéresser maintenant à celle-là, parce que celle-là, qu'est-ce que c'est? Celle-là, on l'a achetée dans la vente aux enchères de Fast and Furious Live avec la Supra et la Ice Charger. Et elle, c'est une vraie du film qui sort de Fast and Furious 7. Fast and Furious 7, si vous l'avez vu, à la fin, quand il retourne à Los Angeles, il y a toute une scène où Dodge reconduit sa Charger et se bat contre Deckard, donc joué par Jason Statham. Et il roule dans Los Angeles, ça se termine dans un parking, il se tape dessus, le parking s'écroule, enfin bon. On ne jugera pas les derniers Fast and Furious, mais c'est vrai que ça part un peu loin des fois et c'est pas forcément très réaliste. Mais la voiture donc a été tirée, c'est une stunt car de ce film-là, qui a été réemployée pour le show quelques années plus tard. Et Dennis McCarthy l'a reconverti en mettant des jantes qui ressemblent plus à celles du premier film, parce que donc les producteurs du show Fast and Furious Live voulaient une voiture qui ressemblait à la Charger du premier film. Donc du coup, ils ont changé les jantes. Ils ont changé la grille en remettant une grille avec les clapets qui peuvent se fermer comme dans le premier film, au lieu de mettre la grille qu'il y a avec juste l'espèce de treillis métallique sur les Chargers depuis Fast and Furious 5 ou 6. Donc voilà, donc esthétiquement, moi perso, je trouve qu'elle est juste magnifique, et elle est sûrement mieux que toutes celles du premier, parce qu'au cas où vous ne le savez pas, dans le premier film, le compresseur, il était boulonné à même le capot, c'est-à-dire qu'il y avait le capot, il n'y avait même pas de trou dans le capot, c'était boulonné dessus. Et d'ailleurs ils disent dans la scène où elle se retourne avec le camion, ils ont prié les dieux pour pas que le capot se barre, parce que si le capot s'était barré pendant l'accident, le compresseur serait parti avec. Et la position où la voiture a fini, le capot est légèrement soulevé et on voit du coup que le compresseur est dessus, mais c'est tellement furtif qu'il faut vraiment faire gaffe aux détails. Là évidemment, comme toutes les voitures de Fast and Furious, ce compresseur est complètement faux. Et comme vous pouvez le voir, la poulie ici, en fait elle est juste ronde, donc si elle tourne on a l'impression que ça entraîne une courroie, mais en fait la courroie elle est juste autour, elle est vissée sur elle-même, repliée sur elle-même, et tout ça est fake. Donc c'est un vrai compresseur qui a été vidé de tout ce qui est à l'intérieur,
et qui est quand même connecté à la pédale d'accélérateur pour que ça puisse ouvrir les clapets quand on accélère. Mais le compresseur n'est pas actif. Tout le monde dit ah c'est nul machin, ouais mais en fait c'est quand même une voiture qui est équipée d'un LS3 qui fait 525 chevaux, donc je peux vous dire que ça envoie, et en première vous pouvez fumer les pneus à plus soif et même en deuxième. Donc en vrai si le compresseur fonctionnait elle serait limite inconduisible avec les pneus qu'il y a là maintenant. Il faut des pneus encore une fois très larges pour pouvoir tempérer ce genre de puissance sur une voiture comme ça. D'ailleurs le moteur, parlons-en, on va vous le montrer tout de suite. Donc on est en présence d'un LS3 de 525 chevaux comme je le disais tout à l'heure. Donc les LS3 c'est quoi? C'est le V8 de 6 litres 2 de chez Chevrolet qui équipe notamment les Camaro et les Corvettes. Il a été remplacé depuis quelques temps par une version améliorée, mais sur les Camaro encore il y a 2-3 ans c'était des LS3 qu'on trouvait sous le capot. L'avantage de ce moteur, pourquoi les gars qui font des swaps l'utilisent beaucoup et pourquoi à Hollywood on l'utilise beaucoup, c'est un des moteurs les plus fiables qu'on peut trouver pour ce prix-là, c'est-à-dire que le moteur en lui-même, on est dans les 7000 $, et moteur plus boîte plus tout ce qu'il faut, en gros tu comptes 15 000 $ pour avoir un ensemble de 525 chevaux que tu peux jeter dans une voiture. Et évidemment, comme ils mettent ça dans toutes les bagnoles qu'ils ont, quand ils cartonnent une voiture, ils récupèrent le moteur et le mettent dans une autre. Donc ça leur permet d'avoir des systèmes un peu plug and play et de bosser qu'avec un seul moteur, ça facilite tout. Tu sais que les pièces que tu as, c'est pour tous les mêmes moteurs que tu as. Donc voilà, c'est une question d'économie d'échelle et de facilité de travail. Et honnêtement, alors oui, c'est une hérésie d'avoir un moteur Chevrolet dans une Dodge, ça on est tous d'accord, mais franchement ça marche très très bien. L'idéal évidemment ce serait d'avoir un moteur Mopar, un L4 ou un Elephant là-dedans qui font entre 700 et 1000 chevaux. J'ai demandé d'ailleurs à Dodge si c'était pas quelque chose qui peut les intéresser. Ils m'ont dit on étudie, on revient vers vous. Donc au moins ils ont répondu, ils n'ont pas dit non déjà, on verra. Affaire à suivre. Donc 525 chevaux, un couple dantesque. L'autre particularité de cette Charger, c'est qu'elle est complètement remise au goût du jour au niveau des trains roulants et du châssis. Donc on n'est plus sur un vrai châssis de Charger, ils ont mis un berceau complet à l'avant modernisé, ainsi que des trains tirés à l'arrière, et on n'est plus sur une suspension toute bête avec des lames, on est sur une vraie suspension avec des combinés filetés aux quatre coins. C'est vraiment efficace. Vous verrez sur un essai routier, c'est pas non plus la voiture la plus efficace du monde au niveau du comportement, c'est pas une voiture de course faite pour faire du circuit, mais ça procure un plaisir incroyable et surtout c'est quand même beaucoup plus précis au niveau du comportement par rapport à ce que peut être une Charger normale qu'on connaît bien aussi. Ce qui est intéressant de voir sur le montage du faux compresseur, c'est ce berceau qui a été installé, qui est vraiment bien fichu et qui est monté sur l'arceau en fait du véhicule. Parce que l'arceau qui est dans le véhicule se poursuit sur l'extérieur jusqu'à l'avant ici. Donc on a vraiment on a une unité complète qui est hyper bien construite. Par rapport à l'arceau qu'on peut avoir dans un General Lee, ça n'a rien à voir et on est vraiment sur quelque chose qui a été très bien construit. C'est une voiture d'ailleurs qui a été immatriculée pour la route en Angleterre parce que le show Fast and Furious Live voulait pouvoir s'en servir pour faire la promo dans les prochaines villes où ils allaient aller. Le but c'était d'envoyer cette voiture une semaine à l'avance dans les prochaines villes où le show allait venir et de faire une vidéo promo teaser. Et d'ailleurs ils auraient dû faire une vidéo teaser à Paris avec la Charger qui déboulait dans les rues en drift dans Paris avec des rues bloquées pour le tournage et tout. Malheureusement, le show s'est terminé avant, mais de savoir qu'ils ont tout fait pour que cette voiture soit le plus fiable et la plus performante possible, c'est vraiment cool. D'autres détails qu'on a, donc les ailes, c'est des reproductions en fibre d'ailes de Charger, donc c'est beaucoup plus léger. On voit ici, c'est marqué 70 Charger, mais tout ça c'est de la fibre. Le capot est un capot également reproduction en fibre, évidemment ils l'ont coupé pour pouvoir mettre le compresseur, mais donc on est sur une voiture qui de toute façon est plus légère que l'origine puisque tout le bloc avant est en fibre et qu'il n'y a plus d'insonorisation dedans, il n'y a plus grand chose. Après le poids de tout ce qu'ils ont enlevé dedans est sûrement compensé par tous les renforts qu'ils ont rajoutés, donc je dirais qu'il faudrait qu'on la pèse, mais à mon avis on est quand même sur un bon 1600 kg quoi qu'il arrive, donc on ne doit pas être loin du poids de celle d'origine. Faut pas oublier qu'une Charger, on se dit c'est une voiture lourde, mais en vrai c'est moins lourd que plein de SUV d'aujourd'hui. 1600 kg à l'époque c'était beaucoup, mais voilà, elle est pas si lourde que ça, c'est pas une voiture qui pèse 2 tonnes quoi. Et puis alors je peux vous dire que celle-là, avec la puissance qu'elle a, le poids on le sent pas du tout. Au niveau des autres détails, on a donc un système qui a été adapté pour pouvoir ouvrir, fermer
Les cache-phares, normalement c'est un système pneumatique dans les vrais chargeurs. Là ils ont tout viré, ils ont mis un simple moteur électrique avec une tige qui ouvre, qui ferme. C'est aussi efficace et de toute façon personne ne voit la différence. Et ça évite de devoir pomper sur l'accélérateur pour que ça marche sur une vraie chargeur. C'est un peu terrible quand tu es au ralenti, ça a tendance à pas vouloir y aller et du coup tu dois mettre des gaz pour que ça puisse ouvrir vraiment ou fermer le clapet. On a des jantes American Racing en 17 pouces qui sont plus larges à l'arrière qu'à l'avant, évidemment, sur une grosse américaine. Donc au niveau des pneus, on est sur du 245-45 R17 à l'avant. Et à l'arrière, on est sur du 275-60 R17. On a tout le système de freinage qui est du Wilwood, 6 pistons à l'avant, 4 pistons à l'arrière, mais à l'arrière il y a 2 étriers, je vous montrerai ça. Les disques de frein rainurés percés à bol déporté. Enfin franchement c'est du gros bon matos qu'ils ont mis là-dessus. J'aurais pas pu rêver mieux je pense comme build de chargeur au niveau de tout ce qui est dessus. C'est vraiment c'est le feu quoi. Alors pour rentrer dans celle-là, c'est pas aussi facile que dans d'autres puisqu'il y a un arceau intégral. D'origine, quand on l'a eu, celle-ci n'avait qu'un seul baquet. Donc c'est des baquets de la marque Beard, B-E-A-R-D, qui font aussi des baquets sans appuie-tête, donc ce qu'ils appellent les low backs, qui sont ceux qui devraient y avoir dans la Monte Carlo de Tokyo Drift et qu'on va récupérer d'ici pas très longtemps. Donc qu'est-ce qu'il y a à dire dans l'intérieur de celle-là? Aucune fioriture, on n'a pas d'autoradio, on a absolument que du strict nécessaire. À l'arrière et sur les côtés dans les panneaux de porte, vous pouvez constater donc ces panneaux d'aluminium en sandwich qui sont typiques de Dennis McCarthy. Il met ça dans toutes ses voitures. Si vous voyez une voiture de film qui a ce genre de panneaux, vous pouvez vous dire qu'il y a de grandes chances que ce soit Dennis McCarthy qui a construit la voiture. En même temps, ça permet de cacher la misère sans que ça coûte trop cher et ça donne un aspect un peu badass. Il n'y a plus du tout de moquette par terre. On a carrément les lignes d'essence et compagnie qui passent en plein milieu de la voiture. Mais c'est pas grave, on aime ça. Et la batterie est donc à l'arrière, là où normalement il y aurait la banquette passager, ce qui permet une meilleure répartition des masses. Franchement, elle est bien faite cette voiture. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une voiture qui a été homologuée pour la route, donc du coup ils ont rajouté tout ce bloc ici qui permet d'avoir les fonctions routières légales. Donc on a les phares qui sont tous sur ce petit système ici. Le klaxon, je ne vous ferai pas l'affront de vous le faire écouter, il est absolument affreux. Un compteur de vitesse qui fonctionne avec un compteur de miles qui nous dit combien la voiture a de kilomètres depuis que tout ça a été installé. Ah voilà, 622 miles elle a. Alors je ne sais pas combien elle avait quand on l'a acheté. Mais là, donc, elle a quand même 622 miles, sachant que nous, on s'en est servi 2-3 fois pour rentrer jusqu'à Paris. Donc elle a quand même quelques kilomètres, mais grosso merdo, elle est neuve. On a des clignotants qui sont ici, et des warnings carrément. On a les pleins phares et les feux normaux, et le bouton qui permet d'ouvrir le cache-phare, il est caché en dessous. J'ai mis un temps fou à le trouver, c'est pour ça que dans la vidéo que j'avais fait avec Akram, j'arrivais pas à l'ouvrir, parce que le bouton il est vraiment planqué là derrière, et tu peux pas savoir à quoi il sert, il est marqué d'or dessus, donc porte. Ça va pas de soi de l'utilité de ce bouton. La boîte de vitesse avec le shifter Sidewinder qui est utilisé dans absolument tous les véhicules de Fast and Furious et même je dirais quasiment tous les véhicules de films modernes. C'est un shifter qui permet de passer les vitesses, c'est une boîte 3 vitesses et l'avantage de ce shifter c'est qu'il permet de bloquer les vitesses. Il y a une espèce de système de créneau qui fait que tu peux pas vraiment te tromper de vitesse normalement et ça améliore la sécurité et aussi il n'y a pas de position drive donc les vitesses vont jamais passer toutes seules. Tu es sûr que si tu mets la 3, elle va rester en 3. Si tu mets la 2, elle va rester en 2 et ainsi de suite. Donc c'est assez safe comme système et c'est assez jouissif parce que quand tu passes tes vitesses, c'est... Voilà, t'as l'impression d'être un peu un camionneur quoi, mais c'est assez stylé. Sur le reste du tableau de bord, on a donc le switch principal qui permet de connecter tous les systèmes de la voiture. Donc ça, c'est en gros le coupe-circuit, quoi. Ensuite, on a ici le deuxième switch qui permet de mettre l'allumage et ensuite de démarrer quand on est sur la deuxième position. Le bouton Power qui ne sert strictement à rien, ou en tout cas on n'a pas encore trouvé à quoi il sert. Le bouton Wash qui permet de mettre du lave-glace. Le wiper qui met les essuie-glaces en route. Et le NOS, le bouton NOS, il fait tourner
la poulie du faux compresseur pour donner l'impression que ça fonctionne. Donc ça permet de vraiment donner l'illusion, on va dire, mais le problème c'est que ça fait un peu un bruit de machine à laver d'un vieux tambour fatigué. Quand tu le mets en route, ça fait glang, 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 glang. C'est couvert un peu par le bruit du moteur, mais globalement c'est quand même pas quali. La pédale d'accélérateur qui est en plastique, parce que c'est une pédale équivalente Camaro et compagnie. En fait, quand tu achètes le moteur LS3 avec la boîte de vitesse, ils te fournissent tout l'ensemble accélérateur, puisque c'est électronique, et que donc c'est relié au système de la voiture, avec le câble ici, qui permet d'envoyer toutes les infos de l'accélérateur dans le moteur directement. Il y a la direction assistée, la position du volant est réglable. Alors je me suis toujours demandé, parce que les Américains, c'est très très réglable, hein, mais qui voudrait conduire avec le volant comme ça? Je sais pas, mais c'est toujours réglable un peu vers le haut. Tu peux le mettre au milieu, mais tu peux le mettre vraiment beaucoup en bas. C'est très curieux. C'est sûrement en fait parce que c'est c'est sûrement en fait parce que c'est des colonnes de direction qui peuvent s'adapter dans tout, même des hot rods, c'est des colonnes de direction que tu achètes sur internet, et donc tu pourrais avoir un hot rod, je pense, avec une position de conduite vraiment bizarre par rapport à la position de la colonne de direction. Niveau jauge, on a tout ce qui est important, on a les volts, on a la pression d'huile, la température d'huile, le contour bien au milieu, et le niveau d'essence, ça c'est génial, merci beaucoup à ceux qui ont créé cette voiture. Et tout à gauche, on a le petit bouton Line Lock. Qu'est-ce que c'est qu'un Line Lock, vous me direz? Eh ben, c'est le système qui fait que les freins arrière sont déconnectés. À quoi ça sert? Eh ben, à votre avis. Le Line Lock, qu'est-ce qui se passe? Tu appuies sur ton frein à fond, mais genre vraiment au maximum de ta capacité à appuyer. Tu enclenches le Line Lock et tu restes appuyé dessus. Tu relâches tes freins, et là, qu'est-ce qui se passe? Tes freins avant sont appuyés à fond, et tu n'as pas de frein à l'arrière. Ce qui fait que tu peux accélérer comme un goret, et là du coup tu vas faire burner les roues arrière, faire une fumée d'enfer et faire un gros burn-out comme les gens aiment bien, et ce qui permet de le faire sans fumer les freins arrière en fait, parce que tous ceux qui font des burn-out, quand vous voyez dans les vidéos, les mecs ouais c'est facile, ils appuient sur les freins et ils forcent avec la pédale d'accélérateur, en fait ils défoncent leur plaquette de frein quand ils font ça et leur disque. Là au moins ça te permet de faire ça proprement comme c'est censé être fait, sans rien défoncer et en faisant un max de fumée. Voilà, mais je pense que pour l'intérieur on a fait le tour, hormis oui effectivement il faut peut-être parler de cet arceau magnifique qui est absolument intégral, il va partout, il est vraiment très très bien fait, et donc il repart carrément vers l'avant comme j'avais montré sur le capot moteur. Il y a un arceau vraiment qui continue devant, derrière, enfin voilà, et ils ont carrément repris des renforts qui renforcent le bas du châssis de la voiture. Donc en fait, techniquement, c'est comme si la carrosserie de la voiture, qui est là-dessus une carrosserie autoporteuse, la carrosserie, elle sert plus du tout dans la rigidité, en fait. Tu pourrais carrément enlever la carrosserie, le plancher, et juste avec tout l'arceau qu'il y a, la voiture roulerait quand même. Et d'ailleurs, l'arceau constitue le tableau de bord, c'est-à-dire que là, le tableau de bord que vous voyez, c'est pas du tout un tableau de bord d'origine, c'est repris sur l'arceau, c'est-à-dire que là, il y a une barre d'arceau ici, et on a une plaque de métal là, une plaque de métal là, et du coup, franchement, ça fait un rendu qui est très très joli. J'étais assez étonné. C'est d'une simplicité qui est belle. Allez, on passe à la suite. Celle-ci, j'ai pas eu souvent l'occasion de la conduire sur le circuit. Donc on peut démarrer en 3, hein. La boîte est tellement courte que même en 3 ça ne dérange pas. En 2 c'est encore pire. Et en 1 je vous raconte même pas. C'est un peu du sport. J'étais au lycée, j'avais l'habitude de faire la course jusqu'à ce feu rouge. Entre ici et la voie de chemin de fer, il y a pile 400 mètres. Alors ça accélère mieux que ça freine, hein. Pourtant il y a du Willwood 4 pistons partout. Mais
il n'y a pas trop d'assistance. Donc on cède un peu du rétrogradage, n'est-ce pas? Et alors ça tient pas du tout le pavé, évidemment. C'est pas avec celle-là qu'il faut essayer de faire un temps autour. C'est plus pour profiter du son du moteur. C'est la 1, il fallait pas. Je croyais que j'étais en 3. Là, je suis en 3. On s'entend pas vivre. Là, on peut repasser la 1. Sur les pneus du chaud qui sont des bouts de bois et en plus pas chaud là, donc ça sert à rien d'essayer de faire des prouesses. Allez, on va les laisser refroidir tranquillou. Ça fait du bien hein, quand vous ne savez pas comment vous détendre après une longue journée. Un tour de piste en chargeur, je peux vous dire, la vie va beaucoup mieux d'un seul coup. J'ai eu un petit pépin avec l'éclipse avant, je vous raconterai peut-être un jour, mais j'en ai tellement honte. Ce sera la raison pour laquelle la vidéo de l'éclipse sort pas tout de suite. J'ai fait l'essai dynamique avant de faire la partie statique. Et il s'est passé une petite bêtise. Je suis pas sorti de la route, mais un autre truc. Que durant les 400 mètres d'une course. Ah, c'est trop beau! Tout le reste m'est égal. Parce que pendant ces 10 secondes, je suis libre.
c'est la meilleure expérience dans ma vie. Hein. C'est vrai? Ouais, ouais. Ça me fait plaisir.